De retour toujours au rendez-vous de l'histoire à Blois, donc édition 2019 sur l'Italie, et je suis à présent accompagné par une nouvelle intervenante, Marine Mac. Bonjour. Bonjour. Alors je vais te laisser un petit peu te présenter comme les autres intervenants avant toi, et puis on passera juste après au sujet dont il va être question en ta présence. Ça marche. Alors, pour me présenter rapidement, Marine Mac, je suis enseignante conférencière en video game art à l'école d'art Émile Cole, directrice et commissaire d'exposition donc de la galerie en ligne Pixel Life Stories, Mhm. donc qui est entièrement consacrée donc à l'art du jeu vidéo, qui propose à la fois un espace d'exposition pour les studios, les artistes qui produisent dans cette industrie, mais aussi un espace de publication, hein, puisque l'idée c'est de mettre en avant à la fois la recherche en Game Studies, mais aussi voilà, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans ce milieu-là. Et puis, ça m'arrive d'être aussi consultante en jeux vidéo pour la BNF, D'accord. d'où la conférence d'hier sur la renaissance italienne dans les jeux vidéo Ouais. qu'on a donné dans ce même cadre des rendez-vous d'histoire de Blois. Ok. Et pas mal de play-conférences, si je ne m'abuse, aussi Oui. à ton actif à la BNF et ailleurs. Très bien. Et ben on va se lancer à pieds joints dans l'intitulé, en l'occurrence paysage vidéoludique en Italie et ailleurs. Bon, c'est quand même fait une escapade un petit peu plus libre pour essayer de faire voir, comme tu dirais, du pays, des cultures, et puis surtout insister sur la qualité que tu as nommée, ta connaissance dans ce qu'on appelle le domaine concept art et ce que ça induit dans les domaines des jeux vidéo. Je te laisserai évidemment, de point de vue technique, me faire signe si tu as Ouais. besoin de défiler Ah, là, pour le coup, c'est progressivement les vraiment. choses. Il va pas y avoir d'ordre, en fait, dans les Oui. visuels que je vais proposer. Mhm. Et je vais peut-être commencer par un rapide panorama sur ce qu'on appelle le paysage, en fait, puisque dans le cadre de mes recherches personnelles, j'ai fait un mémoire sur la question du paysage, en fait, dans les jeux vidéo. Et c'est vrai que la première difficulté qui a été la mienne, c'est déjà de définir, de pouvoir circonscrire la notion, puisque en fait le concept de paysage, en tout cas en France, il répond à plusieurs grandes écoles. La première qu'on va nommer l'école culturaliste, qui en fait fait naître le concept de paysage à la Renaissance, qui définit le paysage comme un fragment d'espace cadré Mhm. qui est mis à distance du spectateur. Et cette définition-là, en fait, elle va évoluer progressivement en parallèle des sociétés. Ouais. Notamment, cette école culturaliste elle va être contrebalancée par celle phénoménologique. L'idée étant en fait d'apprécier le paysage non plus comme un fragment d'espace, mais comme une manière d'éprouver, d'apprécier cet espace-là. Ça va notamment se développer fin 19e avec des pratiques comme la randonnée par exemple qui vont favoriser la balade en fait dans les paysages, hein. La distance elle est abolie, puis on a des concepts qui vont émerger à partir de là, par exemple l'identité géographique, l'idée que bah oui, si la personne tout à coup peut se balader dans le paysage, on a cette interaction, cette capacité d'agir sur le paysage. Et puis j'ai une troisième école, une troisième définition qui est là beaucoup plus contemporaine, qui va plutôt résulter en fait dire des conséquences de l'industrialisation, Ouais. puisque évidemment on commence à apercevoir tout à coup le paysage qui se dégrade autour de nous, et donc là la définition qu'on va donner du paysage elle va être beaucoup plus je dirais scientifique, dans le sens où on va appréhender ce paysage comme un organisme vivant, voilà, qui est sensible au poids de nos actions en fait, et progressivement on a une frontière poreuse qui va s'installer entre la notion de paysage et celle d'environnement. Ouais. Voilà, pour le dire rapidement. Rapidement, et on peut baliser un petit peu avec toute la tendance de plus en plus grandissante en littérature, au cinéma, avant le jeu vidéo, sur les romans d'anticipation, évidemment le cyberpunk, et plus récemment la collapsologie, et évidemment la post-apo qui a plusieurs décennies au compteur, et pour ne citer qu'une seule œuvre, même si c'est loin d'être la plus emblématique, même si elle a pas mal posé de base, Fallout par Mm. exemple, voilà, à ce niveau-là. Et je vois que ce qui se dessine ne déroge pas trop à la règle, en tout cas de la survie. Voilà, bon. C'est ça. Je vais rebondir Oui. là-dessus, puisque donc j'ai donné quelques définitions possibles de ce concept de paysage.
Et donc, moi, dans le cadre de ma recherche, voilà, je me suis posé la question de quelle définition en fait, je devais conserver ou ne pas conserver. Ouais. Ça me posait un petit peu problème, puisque, bon, déjà, ne serait-ce que de devoir définir le jeu vidéo en lui-même, c'est toujours tendu. Donc, N'est-ce pas? voilà, de devoir faire une recherche sur deux concepts qui, dans leur définition, sont un peu complexes à appréhender, voilà, ça me posait beaucoup de difficultés. Donc, en fait, ce que j'ai fait, en tout cas dans le cadre de ma recherche, c'était de partir de la définition culturaliste du paysage, dont on va dire les trois grandes caractéristiques sont cette représentation spatialisante cadrée, cette distanciation, enfin, la distance dont je parlais entre celui qui regarde et l'objet, et l'artialisation. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces trois grandes caractéristiques du paysage et je les ai mis un peu à l'épreuve, de manière cartésienne, comme ça dans le jeu vidéo, en disant, bah voilà, si le paysage il se caractérise par une mise à distance entre celui qui le regarde et l'objet, est-ce que cette distance, elle est effective dans le jeu vidéo ? J'ai à chaque fois essayé de mettre à l'épreuve ça, et j'ai très vite compris qu'il y avait des limites, c'est-à-dire que ce concept très traditionnel qui est issu de la tradition picturale, il avait vraiment ses limites dans le jeu vidéo, et donc là je suis allée sur quelque chose d'un peu plus contemporain, justement, en étant à la fois dans la recherche, l'appréciation du paysage sonore par exemple, aussi la question du level design, puisque de voir que l'espace est architecturé en pensant, en intégrant déjà notre présence, ça montre qu'il y a déjà cette distanciation dont on parlait, elle est abolie. Je ne sais pas si tu y reviendras plus tard, mais il y a, pour ceux que ça pourrait intéresser, ce que tu viens d'évoquer, tu l'as évoqué beaucoup en détail sur un article autour de Journée. En fait, oui, dans le cadre de cet article, en fait, qui est issu de mes recherches de mémoire, c'était un peu la question, c'était de me dire, voilà, je dois appréhender le paysage, en tout cas l'expérience sensible qu'il nous propose. Comment appréhender ce paysage-là, comment l'étudier, ce paysage sonore, j'entends. Et donc j'étais passée effectivement par Journey, qui est produit par That Game Company. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué donc au jeu en enregistrant ma capture de jeu. Et ensuite, je suis passée par l'écriture, c'est-à-dire que j'ai écrit tous les sons, tous les bruits en fait qui étaient qui avaient eu lieu pendant mon action, avec l'idée de réussir à transposer l'environnement sonore en un environnement textuel, dans l'idée de l'appréhender d'une autre manière. Ton sentiment du sentiment de présence. Voilà, c'est ça. Il fallait trouver des manières un petit peu. Donc là, c'était l'adaptation en fait, d'une promenade d'écoute, qui est donc le fameux concept de Cernwalk, qui avait été créé par une musicienne allemande. Alors c'est Hildegard Westerkamp, si je prononce bien, qui avait créé ce concept-là. Et en fait, je l'ai tout simplement transposé dans l'étude de jeux vidéo pour essayer de révéler cette expérience sensible-là. Ouais. Donc, question de la balade, de l'expérience, en tout cas sur l'école phénoménologique. Et on amorçait donc ce que tu disais, impact sur l'environnement actuel. Ouais, je vais profiter du coup qu'il y ait les visuels de Don't Starve. Alors, en fait, là où ça m'a intéressé pour ce jeu-là, donc, qui a été créé par Clay Entertainment, alors je sais plus en quelle année, c'était 2013. C'est une bonne question, parce qu'il a été tellement réédité. Ouais, je crois que la première version c'était 2013. Et là où c'est intéressant, c'est que on voit bien en fait que dans la manière dont les mécaniques de jeu ont été construites, on essaye vraiment de reconstituer un écosystème en fait. Et cette manière de représenter le paysage, c'est une représentation biomique. Donc on va avoir différentes aires du paysage qui vont apparaître, et chaque aire va avoir sa propre faune, sa propre flore, ses propres mécaniques, et ça va être donc aux joueurs de les appréhender, de les comprendre pour espérer survivre, tout simplement. Oui, voilà. L'enjeu est quand même posé. Donc tu as une bonne mémoire visuelle et tu as une bonne mémoire des dates, c'est bien 2013. C'est 2013, très bien. Et donc voilà, là pour le coup, quand on questionne en fait la place du paysage en jeu vidéo, on voit bien qu'ici, clairement, le paysage se fait environnement, que toutes les lois en fait qu'on connaît, les lois naturelles qui régissent notre environnement à nous, sont transposées en fait dans le jeu vidéo par le biais du game design. Et c'est en ça qu'on peut parler, je pense, de la définition d'une esthétique environnementale, qui questionne aussi cette esthétique paysagère dans les jeux vidéo. Et justement, on le reverra à une autre occasion, mais
tu y reviendras peut-être, Mhm. mais sur la question d'artialisation, Ouais. il y a vraiment effectivement tout un enjeu. Bon, je vais pas empiéter potentiellement sur peut-être ce que tu développeras Mhm. plus tard, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le fera sur une autre conférence avec Laurie Nuria-André. Ouais. Est-ce que tu souhaitais peut-être que je poursuive au niveau des On visuels? peut, on On peut. peut, allons-y. Ah, Allons-y. baladons-nous Alors, oui. plus loin de nous. Alors oui, j'avais choisi ce visuel-là, enfin on peut dire cet ensemble de Oui. visuels. Alors ça, c'était un jeu que j'avais croisé quand je m'étais interrogée et intéressée sur l'introduction en fait du paysage, voilà, dans les jeux vidéo, puisque évidemment, quand on parle de peinture paysagère, voilà, le genre porte bien son nom, mais parler de la représentation du paysage dans les jeux vidéo, ça va pas forcément de soi. Je veux dire, le jeu ne vise pas à représenter des paysages, et c'est vrai que quand on prend les tout premiers jeux vidéo qui sont des jeux systémique, plutôt scoring, où on a une activité qui est assez simple, hein, une interaction assez simple. Ça ne nécessitait pas de cadre d'action Ouais. pour comprendre ce qu'on était en train de faire. Alors que à partir donc, des années 70-80, on va avoir une vraie diversification des genres vidéoludiques, notamment avec l'entrée du jeu d'aventure, du RPG, etc. Et bien évidemment, ce genre de jeu, ça commande une forte narration et donc un cadre d'action qui soit beaucoup plus poussé, développé. Et King Quest, c'est donc un jeu qui a été créé en 83 par Roberta Williams, hein, qu'on connaissait déjà sur... c'était Colossal Cave Adventure, je Oui, crois. tout Hein. à fait, avec cette anecdote que tu dois connaître d'ailleurs sur le repérage dans Colossal Adventure, Le Cave Adventure, repérage. qui étaient des personnes qui ont joué au jeu, donc c'est Ouais. assez intéressant d'un point de vue topographique, qui avaient joué au jeu et qui, se rendant dans ces caves dont elle s'était inspirée, l'équipe Mhm. parvenait à minima pas mal se repérer dans ces caves-là. D'accord, Donc ok. la boucle Bon. était bouclée en termes de... Voilà. Très bien. Moi, j'avais pas l'anecdote Voilà. en elle-même. Mais effectivement, voilà, donc une entrée des paysages dans les jeux vidéo qui, donc, effectivement, est due aussi à ces progrès techniques hein, qui permettent une plus grande figuration, bien sûr. Mais on a aussi des paysages textuels avant qu'ils soient vraiment représentés Mhm. graphiquement. Donc, pour moi, c'est plus la diversification des genres de jeux qui vont jouer ici. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, c'est donc un jeu d'aventure, premier jeu d'aventure 3D hein, dans cette histoire du jeu vidéo. Et là, pour une fois, on a vraiment un environnement qui est assez travaillé pour Oui, l'époque, qui est plutôt, ouais. segmenté, hein, on le Ouais, voit ouais. ici, puisqu'on avait ce cadrage qui était imposé par la console, et donc on va créer plein de petites fresques comme ça, plein de petits éléments qu'on va essayer d'associer au fur et à Mm. mesure. Donc c'est assez marrant de voir que voilà, là on est très très loin des environnements qui sont proposés aujourd'hui dans les jeux vidéo. Donc l'idée c'était de montrer l'évolution en fait, des techniques de représentation du paysage. Et en fait, donc le jeu est sorti en 83, mais il faut savoir alors ça doit être en 86 ou en 87, il y a eu une deuxième édition de ce jeu-là, et Roberta Williams a ajouté des cinématiques en intro du jeu pour raconter l'histoire Ok. de ces paysages, de ces Ah, c'est marrant. environnements-là. Donc on voit bien que progressivement, d'un simple décor, le paysage commence à gagner de l'importance Ouais. dans le rôle qu'il joue dans le jeu. Donc Oui. voilà. À s'étoffer narrativement en plus de la Voilà, simple puissance il d'évocation visuelle. commence à devenir protagoniste C'est lui-même. ça. Voilà. Ok. Donc de D'accord. ce point de vue-là, je trouvais ça particulièrement intéressant, effectivement. Mm. Et dans ton choix, alors pareil, hein, comme c'est vraiment une réflexion en association libre, Mhm. moi ça m'évoque le travail d'un artiste français qui réside au Japon, qui s'appelle Frédéric Weigel, et Ouais. qui, alors je me souviens plus du nom de l'œuvre en tant que telle, mais évidemment je pense que beaucoup de gens en voyant ce découpage-là ont dans l'œil le découpage séquencé de Zelda premier du nom Mhm. sur NES, sur Nintendo premier du nom, Ouais. et en l'occurrence lui avait fait un travail, on va dire, artistique, donc de réappropriation. Je crois que c'était The Legend of Kanji. Donc il se D'accord. trouve, donc c'est un artiste français résident maintenant au Japon et faisant des résidences d'artistes au Japon qui s'appelle le Palais des Paris. Et en l'occurrence, il avait pour, on va dire, le prolongement de son apprentissage des kanji, donc qui sont les idéogrammes japonais pour l'apprentissage de la langue, il avait recartographié tout. Enfin bon, ça restait la première zone principale de Zelda, Mhm. mais chaque plus ou moins, on va dire, pixel ou carré était représenté par un idéogramme.
D'accord. Donc au lieu de simplement faire ces trucs d'exercice qu'il trouvait rébarbatifs, il a fait ça. Il en a fait des rouleaux un peu propres de ceux des estampes japonaises. Et donc ça a donné effectivement un volume assez colossal qu'il a mis en vidéo. Hein, pour ceux que ça intéresse, si vous nous écoutez ou si vous avez la vidéo, on vous mettra évidemment les ressources. Mais c'est assez intéressant. Enfin, je peux pas m'empêcher de penser à ça quand tu parlais de puissance d'évocation narrative accentuée par l'idée de rajouter une cinématique, on va dire. Alors, on bascule. Là, on bascule. Alors oui, alors comment je vais opérer la transition Effectivement, on parlait d'artialisation tout à l'heure. D'artialisation du paysage, donc, qui est un concept qui est de Alain Roger, qui justement estime que le paysage ne peut advenir que par le biais de l'artialisation. Donc une artialisation qui peut être soit libre, soit adhérente, c'est-à-dire soit in visu, soit in situ. Je vais expliquer ce que j'entends par là. L'idée étant de dire que voilà, quand on regarde quelque chose, peu importe ce qu'on va regarder, on est un être de culture, on est cultivé, culturé, et à ce titre-là, on ne va pas regarder d'une manière neutre ce qui nous entoure. On a ce filtre, voilà, culturel. Et donc l'artialisation in visu, c'est ça. C'est de dire que le paysage, il n'advient que si on vient lui appliquer des visions artistiques préétablies. Par exemple, alors je sais pas, on voit les tableaux de la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. L'idée, c'est de dire qu'avant les tableaux de Cézanne, ce n'était pas encore un paysage. C'est le fait que Cézanne fasse le focus sur ce paysage qui l'a fait advenir paysage. Donc, le paysage ne peut exister que par le biais de l'art, d'une certaine manière. Donc ça, c'est le processus vraiment d'artialisation in visu. Et celui in situ, on va appliquer la même chose, mais dans l'espace réel. C'est grosso modo le travail par exemple du paysagiste qui va s'inspirer de représentations, de visions et qui va ensuite les réinvestir dans l'espace réel pour l'agencer à la manière d'eux. Et là, on voit clairement, si on t'écoute un minimum s'articuler, la dimension tension game design, level design. Ouais, en fait, c'est quelque chose bien évidemment, qu'on observe beaucoup dans le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo, donc, c'est un espace virtuel, donc c'est un golem virtuel qu'il faut nourrir de beaucoup de choses, qu'on le fasse directement ou indirectement. Et donc effectivement, dans la conception d'un jeu vidéo, on a l'intervention d'équipes artistiques qui sont chargées en fait de concevoir en fait tous ces univers de jeu. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment le travail du concept artiste, qui donc, dans le cadre de sa pratique, va devoir traduire visuellement, donner forme à toutes les idées que vont apporter les développeurs, en disant voilà, on veut faire un jeu dans tel univers, avec telle mécanique de jeu, comment on peut mettre ça en forme, comment essayer de comprendre les tensions entre les objets, les personnages, les environnements. Bref, ça va vraiment être le rôle du concept artiste dans cette phase de design, de définir tout cela. Et bien évidemment, si on fait écho donc avec ce concept d'artialisation, eh bien, toutes les références culturelles des artistes, des références personnelles vont être investies, mais aussi on va avoir une phase très importante de recherche pour bien nourrir ces futurs univers-là. Et effectivement, là j'avais pris l'exemple de World of Warcraft, parce que The Burning Crusade, qui est sorti, alors c'était en 2007. Le premier, c'est ça, le premier est sorti en 2004, donc c'était en 2007. Et là, en fait, j'ai réuni quelques concepts qu'on peut montrer là, qui en fait sont les tout premiers visuels qui ont été conçus pour la représentation de l'Outre-Terre, donc ce territoire dans lequel on se balade dans le jeu. Et effectivement, quand on commence à regarder les visuels qui ont été créés, on voit qu'il y a pas mal de références cinématographiques, littéraires, etc., qui viennent nourrir tout ça. Alors, je ne sais pas où je dois appuyer exactement pour montrer ça. Voilà. Je vais en diffuser quelques-uns, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais au pire on les remontrera après. Donc là, c'est un concept qui a servi au tout premier territoire dans lequel on se balade dans World of Warcraft, qui est le territoire des flammes infernales. Donc voilà, ce paysage un peu chaotique, désertique, on voit ces incandescences de fel qui commencent à traverser un petit peu le paysage. Un peu final du retour du roi. Voilà. Par aspect. Qui
contraste bien évidemment avec cette terre de Nagrand ici. En fait, c'est le deuxième territoire sur lequel on arrive juste après les Flammes Infernales. Donc là, ça contraste bien évidemment en termes de couleurs notamment. Là, c'est vraiment ça en fait que j'essaye de mettre en avant quand j'utilise cet exemple de World of Warcraft, c'est que Blizzard en fait se distingue du reste de la production par une utilisation très spécifique de la couleur. D'accord. Voilà, c'est la première chose qu'on dit à un concept artiste quand il arrive chez Blizzard, c'est n'aie jamais peur de la couleur. Donc la couleur, c'est vraiment le vecteur de la direction artistique, c'est ça qui va définir en fait les paysages. D'accord. Donc ici les terres de Ram-Néant par exemple, mais je vais arriver à ces visuels-là en particulier, où je vous disais que voilà, on avait beaucoup de références artistiques qui venaient nourrir effectivement ces visuels-là. Et là, j'ai mis en relation donc, un concept de Peter Lee. Donc, tous les visuels qu'on a vus jusqu'ici, c'est Peter Lee, qui est un des seniors concept artistes de chez Blizzard, qui ici nous représente cette forêt de Zangar. Donc, en tant que joueur, je suppose que vous y avez déjà passé quelques heures, et que je mets en relation avec un visuel de Rayman Odlum Sevok, qui est un super jeu, soit dit en passant. Et on voit bien, en fait, voilà, la reprise du langage formel, le jeu des couleurs, voilà, c'est rosé cyan avec voilà, ces petites touches de jaune comme ça. Donc on va beaucoup se nourrir de ce qui a été fait ailleurs. Et c'est tout ça qui façonne en fait ces univers, mais on retrouve bien évidemment des parallèles. Je sais pas si le jeu est sorti avant ou après Burning Crusade, mais ça me rappelait beaucoup Psychonauts, pour ceux qui connaissent, du studio Double Fine, dans lequel on évolue beaucoup dans la psyché de personnages et où il y a ce genre de tonalité en termes de coloris. Alors là, j'espère que vous voyez bien aussi, mais là pour le coup, voilà, dans ce process d'artialisation in visu, je vous mets côte à côte un concept art de Blizzard donc, pour WoW et un visuel qui est tiré du film du Seigneur des Anneaux, voilà, le troisième, c'est le Retour du Roi, où on a voilà, cette vallée d'ombre lune en fait, qui reprend très clairement le modèle visuel de la cité de Minas Morgul, voilà. C'est très clairement des choses en fait, qu'on retrouve. Il y a toutes ces inspirations cinématographiques qui viennent façonner en fait, complètement les univers des jeux. Mais après, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas forcément, enfin quand je dis l'œil, c'est pas de manière prétentieuse, mais qui sont pas forcément encore posé la question, mais on a tout cet héritage évidemment au niveau de aujourd'hui où un terme comme narration environnementale est complètement intégré dans la grammaire du joueur de jeux vidéo, même lambda. On a tout cet héritage effectivement des illustrateurs. Alors si on remonte en arrière, on a des John Ho justement, parce qu'on n'a pas arrêté de parler du Seigneur des Anneaux, et son autre acolyte qui a beaucoup illustré aussi. Il y en a deux vraiment emblématiques. John Ho et oui, je l'ai. Il va me revenir. Il te reviendra. Si on remonte encore plus en arrière, on a évidemment des Gustave Doré et le début effectivement de l'arrivée de l'illustration comme on dit aujourd'hui, de l'or d'univers effectivement déjà écrit et déjà scénarisé. Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu dis là parce que c'est ce contre quoi je bataille justement, sur cette distinction entre concept art et illustration dans la conception paysagère vidéoludique, j'entends. Il n'y a pas la même intention, enfin il y a la question de game design qui se pose pas chez... Voilà, c'est ça, il faut Doré, bien avoir en tête que voilà, une illustration c'est une image qui est donc qui a une certaine finitude, qui va raconter une histoire, mais qui va se limiter à elle-même. Tout à fait. Alors que le concept art, non seulement c'est un visuel, mais c'est surtout un prototype qui vise à une production plus large, celle du jeu vidéo, et qui donc dans cette conception visuelle va demander une réflexion voilà, en termes d'expérience sensorielle, sur la réflexion sur le parcours, l'atmosphère, etc. Donc on a beaucoup plus de fonctionnalité dans le concept art. Bien sûr. La fonctionnalité est autre. L'intention pratique, oui, bien sûr. On peut même, alors la personne, les gens qui vont écouter ou regarder cette conférence vont se dire que je me saborde moi-même, mais évidemment il y avait cette intention en évoquant ça de jeux qui ont mis trop en avant cette dimension
purement d'illustration. Je pense à un jeu que j'apprécie énormément, mais qui s'est cassé les dents en étant peut-être un peu trop du côté du design et de l'illustration, comme El Shaddai, qui est effectivement fourmi de détails, mais d'un point de vue pratique, il y a des gros écueils au niveau purement game design et de place du joueur. Donc voilà. Bien sûr. Après, c'est vrai que nous aujourd'hui, voilà, le terme de concept artiste, il est accepté, très utilisé. Oui. Mais si on remonte aux productions vidéoludiques des années 90, le terme de concept artiste n'était pas encore utilisé. J'ai eu la chance d'échanger sur ce point-là avec donc Spart, qui est le directeur artistique de la saga Halo, et il m'expliquait très clairement que voilà, dans les années 90, on utilisait le terme d'illustrateur. Voilà, et qu'il faut attendre justement cette maturation qui vient de la production d'animation et du cinéma pour que progressivement le terme soit utilisé, en fait. Je comprends mieux ta Burning Crusade à toi C'est ça. sur la question. D'accord, très Exactement. bien. Donc autre univers, effectivement, plus lumineux, en tout cas avec ces intentions-là. Child of Light, on revient à Ubisoft après Rayman. C'est ça. Ça va nous permettre de rester aussi dans le milieu de l'illustration, mais d'une autre manière. Pourquoi j'avais choisi ça, c'est parce que effectivement, quand on conçoit donc un concept en vue d'une production de jeu, comme je le disais, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on va prêter à ces visuels-là, et parmi ces principales fonctionnalités, il y a bien évidemment la définition d'une identité graphique. C'est-à-dire que voilà, vous allez devoir, par ces visuels-là, devoir donner une direction aux 500 personnes qui vont travailler sur votre jeu. Donc il faut que l'univers soit cohérent, qu'on sache où on va, quelle palette de couleurs on va utiliser, quel langage formel on va utiliser. Et Child of Light, c'est un jeu qui est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est une production d'Ubisoft Montréal qui a été dont le lead artiste est donc Salomé Strapazon, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur la direction artistique du titre. Et en fait, en échangeant un peu avec eux, on constate en fait qu'ils voulaient créer une sorte de limbo. Ils voulaient leur limbo, donc il fallait définir une DA qui puisse être intéressante en termes d'environnement, de décor, etc. Et donc là, on est allé puiser dans les illustrateurs du 19e, donc Rackham, Bauer, Dulac, etc. Et pour essayer de créer quelque chose de visuellement très fort, très impactant. Et là où c'est d'autant plus intéressant, et c'est là où on voit cette tension entre outils traditionnels et outils numériques, parce que tous les concept artistes qui ont bossé sur le jeu ont notamment produit des aquarelles, en fait, sur outils traditionnels. Et ensuite, ça a été scanné, transposé grâce au moteur de l'Ubi Framework pour avoir un rendu qui soit pas juste un univers sur lequel on appliquerait un effet aquarelle, mais là on avait vraiment le rendu en lui-même, donc on peut peut-être montrer quelques... Le même process qui avait été opéré sur les Rayman exactement, Alors, c'était sur Rayman Origins et Legends, c'est exactement ça, et c'est vrai que ça c'est particulièrement intéressant, parce que le fait de pouvoir dessiner en traditionnel et de pouvoir transposer ça directement, en termes de création, ça ouvre des possibles qui sont particulièrement intéressants. Donc on continue, on reste sur Child of Light ou je sais plus ce que j'ai mis après, j'avoue, j'ai lancé des idées, des appels comme ça. Très bien, comme on dit. Oui. La transition s'opère. Enfin, facilement, c'est un grand mot. C'est ça. Parce qu'heureusement que j'ai une professionnelle avec qui spécialiste avec moi. Alors, j'avais choisi ce jeu, Season After Fall, parce que je cherchais des jeux qui à la fois nous fassent réfléchir à la définition atmosphérique du paysage, puisque je cherchais en fait à appréhender encore une fois une esthétique phénoménologique du paysage. Donc, je m'étais intéressée à ce jeu-là pour ça. Et aussi de chercher des jeux qui intègrent vraiment le paysage au gameplay, au game design. Et là, donc, c'est un jeu qui, en fait, en Season After Fall, il est sorti... en quelle année il est sorti 2016 Oui, ça a duré longtemps. Ça a été un entre projet 2015 et 2017. haleine, Ce ne sera pas après de toute façon. Donc par un petit studio indé, Swing Swing Submarine, pas mal de talent chez eux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils produisent. À qui on avait eu droit à Inside My Radio, c'était eux? Non, c'était un autre. Je confonds peut-être. J'ai un doute. Je vais pas dire oui. Je revérifie pour la date. Je te laisse continuer pour garder ton idée. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, vous évoluez dans un environnement forestier. Donc vous incarnez ce petit renard
qui vit en cohabitation avec les esprits de la forêt. Et donc on va lui confier une quête, voilà. Et pour avancer justement dans ces paysages, eh bien, il va devoir utiliser un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire changer les saisons. Donc, par exemple, vous vous baladez dans cet environnement à l'automne et vous arrivez face à un lac, sauf que le lac, vous ne pouvez pas le traverser. Comment vous faites ? Vous changez de saison, vous passez en hiver, et donc le lac gèle, et ça permet de traverser, etc. Donc vraiment, le game design à l'épreuve des changements de saison. C'est vrai que tu as raison que c'est assez rare. Bon, je te laisse finir ton idée, j'ai peut-être 2 autres exemples qui pourraient t'emboîter le pas. En fait, c'est que du coup, pour un même environnement plutôt, il a fallu créer des déclinaisons en termes d'esthétique, bien sûr, de couleur, de colorimétrie, de cohérence. Il a fallu, c'est un peu comme cette conception biomique dont on parlait tout à l'heure, où il faut créer des mécaniques particulières, des possibilités particulières pour chaque saison, et après aux joueurs de les exploiter. Je crois que j'avais mis un deuxième visuel. Voilà, donc là c'est les tout premiers visuels qui ont été créés aussi, qui permettent d'appréhender justement les recherches d'ambiance qui vont participer à cette expérience sensorielle en fait. Encore une fois, tu t'es pas trompé, en 2016 effectivement. 2016, on était. Mais il est pas si vieux que ça, mais des fois je confonds le développement, ou alors c'est nous qui sommes trop fanboy, fangirl, mais c'est vrai que j'avais suivi très près pendant un bon bout de temps. Donc c'était Block That Matters et non pas Inside My Radio. Je confondais. Donc c'était ça. Voilà. Mais voilà, pour conclure sur ça, vu qu'on s'interroge sur les fonctionnalités du concept art dans les jeux vidéo, on voit bien qu'ici, il ne s'agit pas seulement de faire de créer différentes ambiances, mais de réfléchir à une esthétique qui va correspondre à chaque biome et qui va servir en fait le game design, quoi. Sachant que les 2 exemples à partager avec toi, avec les gens qui nous écoutent, c'était Lost Wind, que tu as peut-être à l'esprit, même si on restait sur des variations comme assez... ça me parle pas. Donc c'est un petit personnage qui avait l'usage du pouvoir du vent et qui pouvait effectivement pousser des graines, un truc un peu mixte avec le conte du haricot magique. Et un jeu de plateforme assez connu qui s'appelle Banjo-Kazooie, qui avait un tableau dédié avec une variation des 4 saisons et dans lesquelles on pouvait effectivement se déplacer sur ces différentes saisons. Voilà. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, dans la conception environnementale, ça peut arriver parfois qu'on crée des concepts pour une scène et puis qu'au moment de la tester, on se rende compte qu'en termes de couleurs utilisées ou l'ambiance ne colle pas avec le message qu'on veut desservir, et auquel cas, on opère un balayage où là, donc, les concept artistes vont venir repeindre par-dessus, donc un paint-over d'une certaine manière, pour vraiment trouver la justesse en termes d'émotion. Dans la création de jeu. Donc comme disait Blizzard, n'ayez pas peur des couleurs, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un repassage de coup de pinceau derrière. Et on va, je crois, si je dis pas de bêtises, doucement, en plus c'est très bien vu le jeu sur lequel on amorce, The Old Man's Journey, donc voilà, pourquoi ce choix Alors, c'est un jeu que j'ai découvert assez récemment. J'aurais bien aimé l'avoir dans le cadre de mon corpus à analyser pour mes recherches sur le paysage. Là, en fait, c'est un jeu qui est particulièrement intéressant puisque la question de la représentation du paysage, elle est arrivée après l'apparition, en tout cas la définition des mécaniques de jeu. Pour rappeler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, donc Old Man's Journey, c'est un jeu qui a été créé par un studio, je dis pas de bêtises, il est à Vienne, voilà, donc c'est un studio autrichien, Broken Rules, qui en fait voulait un jeu qui permette justement de jouer avec les différents plans de l'image pour essayer de faire entrer le joueur dans l'image. Donc là, on a cette volonté d'abolir la frontière, dont on parlait au départ, donc c'était particulièrement intéressant. Et donc, votre rôle en tant que joueur, donc, c'est de manipuler les plans de l'image, puisqu'ils ont une certaine élasticité, et de créer des points de rencontre entre les différents plans pour avancer de plus en plus dans l'image. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la direction artistique du titre, en tout cas la réflexion qui a été conduite sur cette représentation du paysage, eh bien, elle a dû vraiment être au service des mécaniques du jeu, puisque, en fait, vous êtes face à une représentation qui
d'un premier abord vous semble, alors c'est pas le terme de cohérent, mais discordant peut-être? Non, même pas. non, disons que l'image donne l'impression d'une unité graphique, voilà, on va dire ça comme Ah, ça. ok, Voilà, d'accord. d'une unité graphique, alors qu'en réalité, voilà, l'image est par définition fragmentée. Et ce qui fait que en fait, le joueur doit pouvoir, d'un simple coup d'œil, identifier les différentes masses, les différents plans qu'il va pouvoir. C'est un puzzle environnemental en fait. Voilà, il va falloir comprendre quelles pièces on peut agencer, bouger pour reconstituer le parcours, le passage que vous allez devoir frayer en fait. Je sais pas si ma métaphore est heureuse ou pas, mais Ouais. un diorama qui serait déjà déplié sur lequel on va devoir en plus rajouter des strates. On va dire ça comme ça. Et bien évidemment, pour permettre la lisibilité de ces mécaniques de jeu, il fallait une représentation graphique qui n'aurait pas justement ces mécaniques de jeu, qui n'aurait pas la lisibilité. Et c'est assez intéressant puisque la première idée, voilà, on le voit ici, la première idée qui a été proposée par les créateurs, eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire en fait, puisque le directeur créatif, alors son nom m'échappe là tout de suite, mais ça va me revenir après. En fait, est parti sur une esthétique qui s'approche plutôt en fait de on va dire de la bande dessinée, de l'illustration. Donc un style avec beaucoup de détails en fait, du cerne noir partout, beaucoup de détails. Et le problème, c'est que quand vous multipliez le détail comme ça, il y a trop en fait d'éléments à l'écran. Vous pouvez pas saisir en fait, voilà, ces différents pans et plans de l'image. Donc il a fallu réfléchir un petit peu autrement. Alors, je ne sais pas si je les ai mis là. Donc ça, c'est une deuxième proposition qui arrivait ensuite, puisque encore une fois, le concept art, on réfléchit, c'est un process itératif. C'est sûr. Voilà. Et là, en fait, tout de suite, on a compris, bien évidemment, l'importance de la couleur. L'utilisation de la couleur, qui ici n'est pas uniquement décorative, mais l'idée, c'est bien de rendre visible, de pouvoir distinguer ces fameuses masses paysagères. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils arrivaient pas à avancer sur cette DA, ça posait trop de problèmes. Donc, en fait, ils ont pris en photo. Donc, ça, c'est le document. Alors, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose ici, mais j'espère qu'on pourra le voir après post-montage. En fait, l'équipe artistique a tout simplement pris en photo chaque niveau, chaque puzzle environnemental. On le voit en fait sur les visuels, ça crée des strates comme ça qui montrent les changements de caméra et le chemin que se ferait le joueur. Ensuite, ils lui ont appliqué des masses de couleurs pour être sûr qu'on lise bien chaque élément de l'image. Et seulement après, on est venu ajouter quelques éléments de cerne noire, mais c'est vraiment très très léger. Et ça donne en fait le résultat qu'on a dans in-game. Est-ce que je l'ai mis là ? Voilà, vous voyez là, on voit ces trois visuels-là qui montrent en fait les différentes étapes où on a le niveau qui est présenté, puis la définition des couleurs et enfin le détail. Voilà, et bon, voilà, on parle de l'Italie, vu que c'est l'édition spéciale Italie pour les RDV de Blois. Là, en fait, le DA s'est inspiré des Cinque Terre, qui sont une région nord de l'Italie, qui sont très réputées pour ces architectures qui s'amassent un petit peu, mais qui sont surtout très, très colorées. Et si on revient sur le visuel d'avant, en fait, ils ont vraiment été puisés dans ces véritables paysages italiens pour s'en inspirer en se disant voilà, effectivement il y a beaucoup de couleurs ici, mais on arrive à lire par le biais de la couleur, et c'est ces visuels-là, ces photographies-là qui ont permis en fait de guider en fait les créateurs dans la conception du jeu. Eh ben, c'est parfait. Donc, comme tu l'as très bien amorcé, on termine aux couleurs de l'Italie. Ça me rappelait aussi une dernière digression, un jeu qui s'appelle Papo Ennio, où là on est plus dans une ambiance favelas, où il y a ce côté un peu à tiroir. Mais on sort de l'Italie, donc on va rester avec ta proposition d'Old Man's Journey, donc des Cinque Terre. Marine, merci beaucoup. Merci à toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce qu'on peut te retrouver pour effectivement donc Pixel Life Story pour sur la galerie pour ceux qui veulent échanger, discuter. Et puis il y a quelques conférences très intéressantes qui arrivent aussi. Je fais un teasing, mais il faut. Disons que bientôt on va avoir une conférence fantasy particulièrement intéressante avec un invité surprise. Donc je vous invite à Très bien.
garder cette Avec un peu actu. de chance, ce sera synchronisé avec le montage et là, ce sera merveilleux. Voilà, c'est ça. Et peut-être échanger avec toi, Twitter ou... Oui, sur ouais. Twitter, Ouais. Facebook, on me trouve Ok, facilement. donc Il n'y a pas de pseudo qui voilà. cache l'identité. Parfait, et ben c'est super. Et on vous dit donc à une prochaine conférence donc pour cette édition 2019 des Rendez-vous de l'Histoire. Merci.